Alors bonjour, je viens vous présenter la conférence pour le plaisir de vivre, un pas dans la bonne direction. Alors mon parcours, moi je suis diplômée en éducation physique de l'Université du Québec à Chicoutimi en 84. J'ai été plusieurs années, 30 ans, c'est-à-dire 30 ans conseillère vie active. Je vois déjà des gens que je vois à vie active, que je voyais à vie active. Et depuis 2 ans, je suis chargée de programme pour Aînés en mouvement. Et je suis la chargée de projet pour justement ça. Le projet va prendre fin à la fin février. Ça fait que je suis pas mal dans ma dernière conférence. Alors, la présentation aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est certaines statistiques et définitions, modifications physiologiques liées au vieillissement, qu'est-ce qui détermine la bonne condition physique. On va voir également la sédentarité via l'activité physique. Les conditions gagnantes pour la pratique d'activité physique, parce que oui, on sait que c'est important d'en faire, mais comment on peut y réussir pour adhérer et y rester. Et les notions de sécurité. Le but du projet était d'amener les gens de 50 ans et plus à l'activité physique, l'augmenter ou carrément décider des gens qui étaient sédentaires de bouger pour améliorer leur qualité de vie, leur donner et maintenir de l'autonomie et améliorer les composantes de l'activité physique, les composantes physiques. Alors, on y va donc dans les statistiques. On dit que le manque d'activité physique constitue le 4e facteur de risque de mortalité au niveau mondial. C'est quand même considérable. On voit certainement là, dans les premiers là, le tabagisme et les maladies cardiovasculaires. On prévoit qu'en 2030, la proportion des aînés au Québec devrait être parmi les plus élevées. À compter de 2023, là, c'est quasiment demain, là, hein, c'est à la porte. On parle que la population aînée sera égale aux jeunes de 0-19 ans. Ça ne s'était jamais vu. Hein, autrefois, les parents avaient beaucoup d'enfants et maintenant, c'est les enfants qui ont beaucoup de parents. Est-ce que c'est mieux? Ce serait discutable. On pourrait débattre de la situation toute la journée, mais le fait reste qu'en 2023, hein, dans 3 ans, la population aînée va être égale aux 0-19 ans. Alors, on voit également au niveau du Saguenay-Lac-Saint-Jean que près de 40 de la population est âgée de 55 ans et plus, ce qui représente, j'ai oublié de vous mentionner que les statistiques relevaient de 2014-2015. Oui, des fois, on dit, ouais, c'est des vieux statistiques, mais les statistiques, ça ne se fait pas tous les ans parce que c'est quand même un phénomène assez ardu, donc ça va peut-être là, aux 5-8 ans. Alors, on voit que, comme je mentionnais, que 40 de la population au niveau Saguenay-Lac-Saint-Jean va être âgés de plus de 55 ans, comparativement à 33 au niveau du Québec. Fait qu'on est quand même 7 de plus élevé. C'est sûr qu'on entend depuis 10 ans beaucoup l'exode des jeunes. Hein, les jeunes quittent la région pour aller travailler, aller étudier, et ils ne reviennent pas toujours. Oui, il y a des efforts qui sont faits pour qu'ils reviennent, mais ce n'est pas toujours le cas. C'est le 40 dénote vraiment de cette situation-là. Alors, l'espérance de vie, on va voir qu'en 86, pour les hommes, elle était de 71 ans. Et en 2011, elle a passé à 78 ans. Quand même considérable, 7 ans d'espérance de vie, d'augmentation, c'est quand même beaucoup. Chez les femmes, pour la même période de temps, elle a augmenté de 78 à 83 ans, une augmentation de 5 %. C'est sûr que plus on est âgé, moins l'espérance de vie va être grande. Alors, on voit également que l'espérance de vie sans incapacité est proportionnelle à notre espérance de vie. Donc, si les 2-3 dernières années, je vais passer à l'autre diapositive, on va voir. Alors, si les 2-3 dernières années, il y a parfois les gens qui ont des incapacités, bien, on s'entend que si je vis plus vieux, ça va être retardé également. Alors, on voit en 2013-2014, 42 % des 65 ans et plus de la région sont limités dans leur pratique d'activité. Et ce n'est pas nécessairement activité physique, c'est activité globale. On dénote moins de 5 % des 65 ans et plus ont été victimes d'une chute au cours des 12 derniers mois, entre 2014 et 2015. En moyenne, ça a représenté 45 décès par année au niveau de la région. C'est quand même beaucoup. C'est sûr que si je me casse un doigt,
Si je me casse un poignet, les risques de mortalité sont beaucoup moins grands que si je me casse au niveau de la hanche. Souvent, là, c'est la hanche qui est la plus compliquée parce que, justement, ça comporte beaucoup de complications et souvent, ça va mener à une opération et ce n'est pas la fracture en soi qui va amener la personne au décès, c'est toute la médication qu'elle va recevoir. Hein? Que souvent, le corps rendu à un certain âge, la médication, surtout au niveau de la morphine, là, le cœur a plus de difficultés à encaisser ça. On voit également que lors de ces années-là, il y a eu 778 hospitalisations qui ont été reliées à une chute. Puis là, on est dans le temps des chutes, hein, parce que oui, on sait qu'en période d'hiver, surtout quand on a du verglas, que veut pas, il y a plus de risques de chute qu'au cours de l'été. On voit également ici la proportion de 65 ans est plus liée à la pratique d'activité physique. Au niveau de la région encore, on avait 26 % des aînés qui étaient actifs en 2014-2015. Probablement que c'est sensiblement la même chose encore. 9 % moyennement actifs. 20 % peu actifs. 46 % sédentaires. Et c'est là que ça blesse. Hein? Le problème est là. Si on regarde peu actifs sédentaires, 66 % si j'additionne, ça fait plus que la moitié des aînés qui ne sont pas suffisamment actifs et qui, c'est sûr, risquent d'avoir plus de problèmes de santé. Alors, on va voir quelques définitions. Vieillir. Qu'est-ce que c'est vieillir? Ça désigne... Puis là, hein, vieillir, c'est sûr que les définitions que je vous présente, c'est l'ensemble des définitions que j'ai trouvées qui désignaient le mieux la situation. Parce que oui, chacun pourrait avoir sa définition propre à soi de vieillir. On désigne une perte de capacité physique qui contraint la vie au quotidien. C'est quoi la santé? Quand on est en santé, la capacité physique et sociale d'agir dans son milieu, d'accomplir les rôles que la personne entend assumer d'une manière acceptable pour elle-même et, si elle fait partie d'un groupe, pour le groupe dont elle fait partie. Alors, souvent, on va rencontrer des gens qui vont se situer là. Condition physique. Condition physique est définie comme la capacité à accomplir les tâches au quotidien avec vigueur et promptitude, sans fatigue excessive, avec suffisamment d'énergie en réserve, pour jouer pleinement du temps consacré aux loisirs et rencontrer des situations d'urgence. Ça veut dire qu'on est capable de faire nos tâches au quotidien, mais que si, après le souper, on a un téléphone, puis il y a quelqu'un qui nous dit « Hey, il y a une soirée de danse, ça te tente-tu de venir? » Bien, on a assez d'énergie encore pour y aller. Alors, on va voir ici les modifications physiologiques liées au vieillissement. On tombe dans une situation, il y en a qui vont dire « Hey, c'est pas rose. » Vous allez voir que oui, c'est pas rose si je suis sédentaire, mais si je suis actif, bien, je m'éloigne fortement de ces situations-là. Alors, on va voir des modifications osseuses et articulaires. Calcification des tendons. On va avoir notre stabilité posturale qui va diminuer, hein? Donc, on va avoir des oscillations, des balancements. C'est notre fameux problème d'équilibre. Hein? Il y a plusieurs personnes, quand ils étaient jeunes, qui étaient capables de tenir sur une jambe, puis il n'y avait pas de problème. Maintenant, c'est beaucoup plus ardu. On voit également qu'on va perdre de la flexibilité. Pour une personne de 70 ans, la flexibilité a diminué de 20 à 30 %. Tantôt, je vous ai parlé d'équilibre, je vous parle de la flexibilité. Tout ça, ça peut s'améliorer si on bouge. Et faites-vous-en pas, la flexibilité, on commence déjà à en perdre aux alentours de 25 ans. Les muscles se raccourcissent, les tendons deviennent plus raides, l'ankylose articulaire. Les exercices ici d'étirement, là, sont vraiment un bonus quand on a des problèmes articulaires. On a également la dégénérescence de l'articulation, ce qui se manifeste par la disparition du cartilage, c'est l'arthrose. Tout le monde a déjà vu un os à soupe, surtout la rotule, là, c'est blanc, 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 bien luisant. L'arthrose, c'est que le luisant, là, il vient user. Ça fait qu'à ce moment-là, quand ça bouge un sur l'autre usé, c'est plus du papier sablé, bien, ça quinche dans les articulations. Modification musculaire, on dit qu'entre l'âge de 30 ans à 60 ans, la masse musculaire diminue de 30 à 60 %. Ça s'appelle le phénomène de la sarcopénie. Vous n'êtes pas obligé de le retenir. Ça peut être payant en Scrabble.
Les conséquences de ce phénomène-là, c'est que la diminution de la force et de l'endurance musculaire, on va perdre entre 4 à 5 par décennie, entre 25 et 50 ans. Puis ça va plus marqué, soit de 10 à 15 les décennies subséquentes. Alors, on va donc avoir des répercussions sur la marche, sur l'équilibre, ce qui vient toucher directement notre autonomie fonctionnelle. On va avoir également une diminution de la force des muscles des membres inférieurs. Puis, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà suivi le programme PIED, programme d'intervention d'équilibre dynamique. On travaille principalement le renforcement des membres inférieurs parce que oui, effectivement, notre équilibre, si nos membres inférieurs sont inadéquats, l'équilibre est grandement affecté. Et de par le fait même, on va avoir une augmentation des risques de chute. On risque de se ramasser dans les statistiques que je vous ai parlé tout à l'heure. Modifications liées au poids corporel et au pourcentage de gras. On dit que le pourcentage de gras est étroitement lié à notre condition physique. Pourquoi? Parce que si j'ai un excès de poids, je peux vraiment subir des problèmes tels que diabète de type 2, hypertension, je vous en nomme quelques-uns, maladie coronarienne, apnée du sommeil et tous les autres qui sont mentionnés là. On a également peut-être un problème si je suis en poids insuffisant. Je vous dirais qu'au cours de ma carrière, j'ai quand même pas rencontré beaucoup de gens qui sont venus me dire « Catherine, je suis en poids insuffisant » puis le médecin se préoccupe de cette situation-là. J'en ai peut-être vu 2 ou 3. Mais ça arrive. Et à ce moment-là, des gens peuvent avoir un problème d'ostéoporose ou que les fonctions immunitaires vont être diminuées. La fameuse ménopause. Mais les hommes sont touchés par l'andropause. Mais beaucoup plus répertorié, il y a beaucoup plus d'études puis beaucoup plus d'écrits sur la ménopause que l'andropause. C'est pour ça qu'on en parle un petit peu plus. Alors, au niveau de la ménopause, on va avoir une augmentation de la masse musculaire puis une diminution de la masse musculaire. C'est bien plate, on aimerait mieux avoir le contraire. C'est dû principalement au ralentissement du métabolisme au repos, puis à une diminution de concentration d'estrogène. Puis on mentionne également que la masse adipeuse a tendance à se loger au niveau de l'abdomen, ce qui augmente les risques de maladies cardiovasculaires. En moyenne, les femmes ménopausées peuvent prendre de 0,7 kg à 0,7 cm par année, si on ne bouge pas. Modification cardio-respiratoire. On va avoir une diminution de la fréquence maximale. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'à 20 ans, si j'étais capable de faire un exercice, mettons de la marche ou du vélo, puis de monter ma fréquence, il y a un barème où on établit ça. Si j'étais capable de la monter à 200, rendu à 60 ans, je ne suis plus capable de monter ma fréquence maximale à 200 parce qu'elle a diminué. On va voir également une augmentation de la pression sanguine. Beaucoup de personnes, quand ils étaient jeunes, n'avaient pas de problème de tension artérielle élevée. Et à un moment donné, oups, la tension artérielle vient frapper à notre porte. Même si on n'y ouvre pas, il y a des fois qu'elle rentre pareil. Alors, on a également une diminution du débit cardiaque, puis une augmentation parfois du volume du cœur qui vient affecter également notre système cardio-respiratoire. Au niveau plus respiratoire, on va avoir une diminution de la capacité à diffuser l'oxygène. Donc, on est moins efficace, on fatigue plus rapidement. Diminution de consommation maximale d'oxygène, environ 10 par décennie. Les poumons deviennent plus flasques et on perd de la force au niveau des muscles respiratoires. Il y a également des exercices au niveau respiratoire qui se font. On parle ici que l'entraînement peut augmenter justement les problèmes de type respiratoire. Maintenant, on va voir les déterminants de la condition physique. Qu'est-ce qui fait qu'on est en bonne condition physique? Est-ce que c'est juste notre apparence ou s'il y a vraiment des critères spécifiques? Et vous serez douté que la réponse n'est pas juste l'apparence physique, mais bel et bien les critères. Alors, on dit que la capacité d'oxygène, là, c'est la capacité la plus importante. C'est ça qui détermine si on est en bonne condition physique ou pas. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple. Puis qu'est-ce que ça représente, puis pourquoi on veut travailler la capacité, améliorer notre capacité cardio-respiratoire, c'est que si, par exemple, je prends un individu qui est en très bonne condition physique via un individu qui est sédentaire, la seule chose qu'il fait, là, c'est pitonner. Même pas se bercer dans sa chaise.
Alors, je leur demande tous les deux de monter un escalier de 30 marches. On s'entend que la personne qui est en bonne condition physique va la monter sans aucun problème. La personne qui fait juste du pouce, bien, va avoir de la difficulté, va peut-être être obligée d'arrêter en cours de route. Pourquoi? Parce que son système cardio-respiratoire n'est pas efficace. OK? Son cœur n'est pas efficace. C'est pareil comme si je demande à un gros fardier de faire 1 kilomètre, puis un petit auto, les petits smart, là, quasiment des suppositoires, là, de faire le même kilomètre. Ils vont faire le même kilomètre. Mais on s'entend-tu que le fardier, lui, il va avoir utilisé beaucoup plus de carburant que la petite auto? Bien, c'est exactement ça, ce qu'on veut quand on travaille notre cardio-respiratoire, c'est qu'on veut être économique, comme la petite auto. On ne veut pas dépenser beaucoup d'énergie. À ce moment-là, mon cœur, il est plus efficace, il fatigue beaucoup moins. Je l'use beaucoup moins rapidement. Alors, c'est pour ça que c'est vraiment un déterminant qui fait qu'on est en bonne condition physique. Ça nous permet d'être moins essoufflé, d'avoir plus de vigueur, d'endurance pour accomplir les tâches au quotidien, puis pratiquer nos activités de sport ou de loisirs. Ça permet également de prévenir les maladies chroniques, comme par exemple maladies cardiovasculaires, puis ça permet aussi de faire travailler nos muscles. Parce que nos muscles, là, quand on veut monter notre marche, là, a besoin d'énergie. Donc, l'énergie vient avec la circulation. Autre déterminant, la vigueur musculaire. Alors, la vigueur musculaire, elle va se diviser en endurance et en résistance. Alors, la force musculaire, c'est plus quand on a à développer une tension ou une contraction maximale. Comme par exemple, si je veux déménager un meuble. Là, il faut vraiment, c'est quelque chose de lourd. Mettons, lever un frigo. On s'entend que c'est lourd, on y va avec la force à ce moment-là. L'endurance, c'est de déployer une tension moyenne avec une prolongation. Et souvent, au niveau des aînés, ce qu'on va développer davantage, ça va être l'endurance. Beaucoup plus que la force. Parce que la force, c'est rare qu'on déménage notre frigo tous les jours. Hein? On fait notre grand ménage, des fois, on veut changer les pièces de bord, mais ça n'arrive pas tous les jours non plus. Tandis que de monter les escaliers, aller faire l'épicerie, porter des sacs, c'est des choses qui rentrent beaucoup plus dans notre quotidien. Alors, une force et une endurance musculaire plus grande, ça nous permet d'accomplir les tâches au quotidien avec plus de facilité, de réduire les risques de chute. Hein? Parce que je vous dis, plus les muscles sont adéquats, plus je vais avoir de la facilité à avoir un meilleur équilibre. La présence de masse musculaire et maintenir la capacité physique. Puis ça permet également de diminuer puis prévenir les douleurs dorsales. Autre déterminant, la posture. On dit que la posture, ça nous est propre. Ça nous permet de prendre des positions plus ou moins longues, hein, plus ou moins nuancées au cours d'une journée pour exécuter des activités, puis même en position stable également. Et on voit que les abdominaux et les dorsaux ont un rôle primordial à jouer ici. On voit également qu'elle se modifie selon 3 choses. Selon ce qu'on fait, nos activités, si on est actif ou pas. Selon ce qu'on ne fait pas, si on est sédentaire. Selon ce qu'on a subi, si on a déjà eu des blessures. Oui, parfois, ça va venir modifier notre posture. Alors, on dit également que cette posture-là, elle va s'adapter à la douleur. Ça arrive parfois qu'on se ramasse avec une douleur d'un côté, puis si la douleur perdure, on se ramasse avec une autre douleur de l'autre côté, ou du même côté, mais à un autre endroit, parce qu'on a voulu se protéger. Donc, elle s'adapte vraiment. On va avoir quelques contraintes à ce moment-là. On va avoir un affaiblissement de certains muscles. On peut avoir une inversion de la courbure du dos. Hein? Si je marche toujours comme ça, je peux avoir une inversion. Une modification de la symétrie également, c'est-à-dire la ressemblance entre les deux côtés. Et on peut avoir également une modification respiratoire. Si en vieillissant, je m'en viens courbée comme ça, je n'ai pas juste l'air déprimé, mais au niveau des poumons, je viens directement toucher les poumons. Hein, des fois, on va être à côté de quelqu'un qui est vraiment le dos courbé, puis on va l'entendre respirer très rapidement. Tu te dis, mon Dieu, as-tu fait un marathon? Mais c'est parce que l'espace est plus restreint. Alors, c'est important d'essayer de garder la symétrie puis la droiture au niveau du haut du dos pour justement éviter ces problèmes-là. Autre déterminant de la condition physique, qui est le dernier, c'est la capacité de relâcher. Ça veut dire la capacité de relaxer, pas garder toujours une tension au niveau musculaire. On catégorise les aînés selon leurs conditions physiques.
Alors, une personne aînée en excellente condition physique, c'est une personne qui s'entraîne régulièrement, qui pratique un métier ou des activités physiques exigeantes. Une personne aînée en bonne condition physique, elle s'active sur le plan social et professionnel, puis pratique des activités physiques et sportives. Personne autonome est capable d'accomplir les activités au quotidien et même certaines activités de loisirs. Présence parfois de maladies. Une personne âgée frêle, là, c'est dans la catégorie où on ne veut pas se retrouver. Personne qui souffre d'une maladie ou d'une condition physique qui limite ses activités au quotidien. Et la dernière catégorie, personnes âgées non autonomes, ces personnes-là, ils ont besoin d'aide pour accomplir leur activité de base. C'est souvent, quand on est rendu là, ça rime souvent à CHSLD ou en ressources intermédiaires. Alors, on va voir la sédentarité via l'activité physique. On dit que selon l'Organisation mondiale de la santé, la sédentarité est une des principales causes d'incapacité chez les personnes âgées. Un manque d'activité physique accélère le vieillissement. Et le contraire est vrai. Tantôt, quand je vous disais que si je bouge, je peux venir pallier à tous ces problèmes-là, effectivement, j'ai oublié de vous mentionner tantôt quand on parlait de la force musculaire puis l'endurance musculaire. Il y a un avis scientifique qui a sorti, je pense, dans les années 90, ma mémoire est bonne, qui parlait de la condition physique des aînés au niveau du Québec. Et on mentionnait que les aînés avaient avantage à faire des exercices musculaires. Et il y avait eu une étude qui avait été faite, puis celui qui nous présentait cette conférence-là, qui était directement sur la recherche, nous mentionnait qu'il y avait un monsieur qui avait fait partie de l'étude, qui avait 92 ans, qui, au cours de 3 mois, 3 entraînements semaine d'1 heure, au bout de 3 mois, avait réussi à augmenter sa force presque du double. Ça veut dire que si le monsieur, par exemple, pour un exercice de biceps, était capable de soulever un poids d'1 livre, bien, au bout de 3 mois, était capable de soulever 2 livres. C'est quand même beaucoup par rapport au peu de temps d'entraînement. Ça fait qu'il n'y a pas d'âge pour commencer. On peut améliorer autant notre force, notre endurance musculaire, notre flexibilité, notre cardiovasculaire, notre équilibre. Toutes ces composantes-là peuvent s'améliorer avec l'exercice physique. Et si on est actif, ça les maintient, puis on diminue vraiment tous les effets qu'on a vus au niveau du vieillissement. Alors, on mentionne que l'activité physique est une mesure de premier plan au niveau de la santé publique pour contrer le déclin au niveau physique et capacité fonctionnelle. On mentionne également que si on n'est pas actif, un ajout minime d'activité physique va être bénéfique au niveau de notre santé. La même étude nous mentionnait, puis il avait ressorti que pour une personne qui est sédentaire, si la personne bouge 30 minutes par semaine, 30 minutes par semaine, c'est pas beaucoup, hein? Va gagner des gains au niveau de sa santé. Ça ne sera peut-être pas suffisamment pour améliorer ses composants de la condition physique, mais va avoir des gains au niveau de sa santé. Ça veut donc dire qu'elle risque moins d'avoir des problèmes de santé. Si je sais compter 30 minutes, si je le divise par 6, 5 minutes par jour. 5 minutes par jour, souvent je conseille avec mon petit carnet qu'on va voir tout à l'heure, 5 minutes, 2 annonces pendant une émission de télé. Fait qu'au lieu de pitonner pour chercher d'autres choses, je prends mon petit carnet et je fais des exercices. C'est pas beaucoup, hein? Puis en plus, le dimanche, on peut être en congé. Alors, les bienfaits de l'activité physique, on a des bienfaits. Puis ceux qui ressortent là, c'est parce qu'ils ont vraiment fait l'état de plusieurs études et tous sont arrivés à la même conclusion. Alors, on a vraiment des bénéfices au niveau de l'arthrite. Au niveau des maladies cardiovasculaires, autrefois, les gens qui faisaient un infarctus étaient voués à se bercer dans leur chaise berçante puis à ne plus bouger. Maintenant, ces personnes-là qui font un infarctus, au bout de 2 semaines, ils se ramassent dans un gymnase avec, peu importe, je ne sais pas si ici c'est MPOC ou autre chose, mais ils font de l'exercice. Et souvent, ces gens-là vont dire « Je suis beaucoup plus en forme qu'avant mon infarctus. » Parce qu'il y avait comme mis ça en veilleuse de faire de l'exercice. On a également des bienfaits au niveau de l'ostéoporose, au niveau du diabète, hypertension.
Moi, j'ai connu plusieurs personnes qui m'ont dit, puis j'ai une dame, entre autres, qui était animatrice, elle devait prendre de la médication. Son médecin lui a dit, bien, tu as besoin de prendre de la médication. Elle dit, donne-moi un mois ou deux. Elle a augmenté sa dose d'activité physique. Quand elle est retournée, elle n'avait plus besoin. Prévention de certaines maladies telles que le cancer et au niveau des douleurs arthritiques. Autre bienfait, on peut avoir une meilleure autonomie, donc rester plus longtemps à domicile, meilleure souplesse, donc être capable d'aller lasser ses lacets ou d'aller chercher quelque chose qui est dans le haut des tablettes du garde-robe, renforcement des muscles et des os, énergie accrue. Il y a des gens qui vont dire « Ah, ben trop fatigué, moi, si je bouge, je vais être morte. » Non, au contraire, plus je vais bouger, plus je vais avoir d'énergie. On dirait qu'à ce moment-là, le piton d'énergie, là, il est enclenché, puis ça y va mieux après. Meilleur poids santé. Ça, je dis toujours que c'est une question mathématique. Si je fais de l'exercice, puis je dis, hey, j'ai fait de l'exercice, je peux manger à ma faim, puis que je me bourre de gâteau ou autre chose, ben je risque de prendre du poids. Il faut toujours, pour perdre du poids, en dépenser plus que quand j'en consomme. Meilleure posture, meilleur équilibre, on l'a vu tout à l'heure. Meilleure santé mentale et positive, moins de stress, meilleure qualité de vie et estime de soi. C'est sûr que si je suis obligée toujours de demander de l'aide à tout le monde parce que je ne suis pas capable de faire certaines choses, bien, notre estime de soi, des fois, vient un petit peu être affectée. Meilleur sommeil, et ça peut aider également à diminuer au niveau du tabagisme si on est fumeur. Si on fait concentrer tous les bienfaits de l'exercice physique dans un seul comprimé, ce sera certainement le plus vendu au monde. Et, à un moment donné, je dis ça dans une résidence, puis une madame, je pense qu'elle avait à ce moment-là 92 ans, elle vient de me dire, Catherine, elle dit, tu as oublié de mentionner quelque chose. Elle dit, avec l'exercice physique, on n'a pas d'effet secondaire, contrairement à bien des médicaments. Alors, bouger un peu, c'est déjà beaucoup, mais plus, c'est encore mieux. On a mentionné qu'il n'y avait pas d'âge pour commencer. Une personne qui est physiquement active à 60 ans va pouvoir retirer des bienfaits autant qu'une personne de 25 ans au bout d'un an. Fait que, comme je vous dis, il n'y a pas d'âge pour commencer. C'est vraiment bénéfique à tout âge. À l'inverse, une personne qui abandonne l'exercice redevient vite comme une personne qui n'en a déjà jamais fait. Et ça aussi, ça m'a donné plusieurs occasions au cours de ma carrière, de voir des gens qui venaient me mentionner qu'il y avait eu des maladies sévères, mais que les médecins étaient tellement étonnés de voir comment ils s'en sortaient plus facilement que comparativement à bien des gens, parce qu'ils étaient super en forme. Il faut croire aussi que si je fais de l'exercice, ça va me fragiliser. Et on peut bénéficier d'une condition physique supérieure à un sédentaire de 25 à 35 ans plus jeune. Je dirais qu'à un moment donné, je fais une visite de groupe, puis cet endroit-là, les enfants de la maternelle étaient allés participer à une séance d'exercice physique pour les aînés, et les maternelles étaient plus fatiguées que les aînés à la fin. Fait que quand je dis, moi souvent, quand je vais mentionner que l'âge est facultatif, il y a bien des aînés qui vont être beaucoup plus en forme que des jeunes de 20 ans. Puis probablement que vous en connaissez aussi. Alors, la quantité d'exercice physique requise pour retirer des bénéfices, on dit que plus une personne va augmenter son niveau d'activité physique, plus elle va retirer, surtout pour les sédentaires, va retirer des bienfaits au niveau de sa santé. Il n'y a pas de seuil maximal. Comme je vous dis, au niveau, nous, de la vie scientifique, il mentionnait qu'une demi-heure par semaine pour quelqu'un qui était sédentaire, ça avait des incidences au niveau de sa santé. L'augmentation, c'est sûr qu'elle est plus marquée pour une personne qui est sédentaire. Si quelqu'un est actif, mettons, moyennement 10 heures par semaine, puis qu'il augmente d'une demi-heure, il ne verra pas de différence. Par contre, pour quelqu'un qui est sédentaire ou qui bouge très peu puis qui augmente un peu son activité physique, il va avoir vraiment plus des effets positifs. On mentionne également que l'intensité pour avoir des effets préventifs et curatifs, l'activité physique n'a pas besoin d'avoir une intensité aussi élevée que pour les composants de la condition physique. Et plus une personne est active, meilleure est sa santé. Alors, on voit ici les recommandations d'exercice physique pour être en bonne condition physique. Alors, normalement, pour être en bonne condition physique, on voit vraiment une différence entre la santé, où on parle d'à peu près une demi-heure par semaine, puis en bonne condition physique, on mentionne que pour les 65 ans et plus, on recommande de faire 150 minutes d'exercice à prédominance aérobique, de 4 à 6 jours par semaine. Et on peut inclure dans nos 150 minutes, c'est sûr que les 150 minutes, on peut les répartir.
Et pour avoir un bienfait au niveau bénéfique, on va au moins faire minimalement 10 minutes. Donc, ça peut être 15 fois 10 minutes, comme ça peut être 3 fois 50 minutes, comme ça peut être 5 fois 30 minutes. Hein? Toutes les solutions mathématiques sont bonnes, à condition qu'on respecte les 10 minutes puis qu'on arrive à 150. Alors, on mentionne également que dans nos 150 minutes, on devrait retrouver des exercices de renforcement musculaire. On inclut là-dedans de 2 à 4 fois par semaine. Et on vient intégrer également des exercices d'équilibre et d'étirement 4 à 7 jours par semaine. Et tantôt, je vous mentionnais que les exercices d'étirement sont vraiment payants. Ils sont vraiment payants parce que ça enlève... Connaissez-vous les tamalous? Hein? Hein? Tu as mal où? Hein? Les exercices d'étirement, là, les tamalous, ils n'aiment pas ça. Puis c'est normal, parce que si j'ai de la difficulté à lever mon bras à cette hauteur-là, ça va être beaucoup plus difficile de m'habiller que si je suis capable de lever très haut. Donc, les exercices d'étirement sont bénéfiques pour les articulations et enlèvent la tension musculaire. Fait qu'on peut mettre un accent vraiment sur les exercices d'étirement. L'intensité de travail, on mentionne que quand je fais mon cardiovasculaire, je ne suis pas obligée d'avoir la langue à terre. On devrait avoir, c'est normal d'avoir une présence de transpiration, la respiration plus forte. C'est drôle parce que ça, quand j'ai commencé, surtout quand j'allais dans les CHSLD, les gens, à la minute que leur respiration augmentait un petit peu, si par exemple on faisait un exercice de marcher, ils allaient s'asseoir parce qu'ils pensaient qu'ils allaient faire un infarctus. Ce qu'on veut, c'est de faire monter quand même notre fréquence cardiaque de façon à être capable de parler, mais on ne devrait pas être capable de chanter. Et comme je vous dis, oui, on va avoir un peu plus chaud, puis oui, on va avoir notre respiration plus forte. Alors, les conditions gagnantes pour faire de l'activité physique. On dit qu'il n'y a pas d'âge pour commencer. Toutes les occasions sont bonnes pour bouger. Choisir une activité qui nous plaise. Et le plaise est gros et est en caractère gras. Parce que si je vous dis, par exemple, la natation est un exercice complet, mais vous êtes allergique au chlore, vous ne savez pas nager, vous avez une peur bleue de l'eau, ça part mal. Pas sûr que la notion de plaisir va être là. Donc, c'est vraiment, pour persévérer, il faut vraiment avoir du plaisir. Évitez de voir trop grand. Et quand on voit trop grand, ça rime à échec. Quand on connaît un échec, ça nous tente moins de persévérer et de recommencer. On voit également que c'est important d'évaluer la proximité, les coûts et l'horaire. Débuter lentement. Il faut y aller à notre niveau. Il faut se sentir à l'aise. Il faut que ce soit facilement intégrable dans notre quotidien. On commence avec des intensités moindres, 5-10 minutes, et on y va avec une progression. On commence toujours par des exercices d'échauffement, ce qui évite certaines blessures musculaires. Conditions gagnantes pour la marche. Pourquoi la marche? Parce que comparativement à bien d'autres sports, bien d'autres activités physiques, on n'a pas d'apprentissage à faire. Hein? On sait marcher depuis l'âge d'1 an, à peu près. Fait que je pense que rendu à nos âges, on maîtrise la marche. Comparativement, par exemple, aller nager, où ça peut devenir très complexe. Je sais pour avoir enseigné la natation très longtemps. Et c'est accessible, c'est adapté à tout le monde, peu coûteux, peu d'équipement. Par contre, moi, je conseille toujours une bonne paire de chaussures de marche parce que ça peut faire la différence entre souffrant et plaisir. Ça peut se faire n'importe où, puis on dit qu'une minute de marche peut augmenter mon espérance de vie de 1,5 à 2 minutes. Alors, les conditions gagnantes, si je fais de la marche une fois semaine, c'est déjà bon pour mon moral. Si j'en fais 2 fois semaine, toujours le même critère, bon pour le moral, meilleur sommeil, diminution de l'anxiété. 3 fois semaine, je vais retrouver encore les mêmes aspects que 2 fois, mais je vais avoir une condition physique qui va être améliorée, puis je vais avoir une impression d'avoir plus d'énergie puis une sensation de mieux-être. 3 fois semaine à 5 fois, je vais avoir à ce moment-là, en plus des effets protecteurs contre les maladies cardiovasculaires et le diabète, et également au niveau du contrôle du poids. Bien, il faut aussi, avant de pratiquer de l'exercice physique, se poser la question, est-ce que je vais faire des exercices individuels? Est-ce que je suis quelqu'un de plus individuel ou quelqu'un qui aime l'aspect groupe? Alors, si je suis individuel, bien, ça me permet de respecter mon rythme, progresser à ma guise, puis être en contact avec soi-même. Moi, je sais que quand je vais marcher toute seule, ça me permet des fois de régler bien des situations qui sont problématiques
avec d'autres. Par contre, quand je fais de l'exercice en groupe, bien, c'est sûr qu'on va trouver ça plus stimulant. Ça nous permet de faire des rencontres, sentiment d'appartenance, puis souvent les gens vont dire qu'ils sont plus motivés. Alors, c'est deux aspects qu'il faut évaluer. Rien n'empêche qu'on peut faire les deux activités. Hein, des fois, on va avoir besoin d'en faire en groupe, puis d'autres fois, on va se dire, ouais, bien, j'aime ça aussi avoir mon côté individuel. Alors, il faut également penser que, oui, on peut rencontrer des embûches, puis si on n'y pense pas, bien, quand on en a une, des fois, ça peut être démotivant. Et si on a des embûches, il faut prévoir aussi s'il m'arrive, comme par exemple, le problème d'accessibilité. Bien, oui, je voudrais aller nager, mais je n'ai pas d'auto, c'est pas accessible près de chez moi. Bien, peut-être que je suis mieux de faire des exercices à la maison. Condition gagnante, si on en fait à la maison, prévoir un appui avec un dossier de chaise, éviter de retenir notre souffle. Normalement, si je travaille avec des poids d'exercice à la maison, lorsque je vais forcer, je vais laisser sortir mon air. Et quand je vais faire l'inverse, je vais inspirer. Éviter de manger immédiatement. Avoir des chaussures sécuritaires. Si on est diabétique, prendre notre glycémie avant et après, etc. Ça, je le mets parce qu'il y a une dizaine d'années, j'ai commencé à en parler davantage au niveau des groupes qui faisaient de l'exercice physique. C'est important quand on fait de l'exercice de bien s'hydrater. Pourquoi? Parce que ça assure les fonctions vitales pour notre corps, hein, ça assure le transport des éléments nutritifs vers les cellules, maintient la température corporelle, refroidit le corps, lubrifie les articulations. Puis on dit également que chez les diabétiques, si on ne boit pas assez, bien, on peut avoir une augmentation de la glycémie. Normalement, quand on fait de l'exercice au cours d'une heure, les fameuses bouteilles de 500 ml, on devrait boire une bouteille de 500 ml. Donc, 125 ml, le quart d'une bouteille aux 15 minutes. Fait qu'il faut prendre l'habitude de lever le coude. Pour rester motivé, hein, la notion de plaisir, on est là. On dit que notre motivation doit venir de l'intérieur. Puis il faut avoir des exercices qui sont à notre mesure selon nos habiletés, avoir des attentes réalistes. Le succès donne le goût du succès et l'inverse donne le goût de rester démotivé. Confort, être en bonne compagnie peut être une solution. Souvent, moi, les groupes que j'ai supervisés tout au cours des années de vie active, bien, les gens y allaient parce que ce qu'ils trouvaient plaisant, c'est que les exercices étaient adaptés pour eux autres, mais l'aspect social était tellement important là-dedans aussi que c'était vraiment le critère. Et on dit de prévoir peut-être des exercices différents selon les différentes saisons. Parce que si on fait toujours la même chose tout au cours des années, bien, ça peut être redondant. Ça pourrait, si vous marchez, vous êtes des adeptes de marche, bien, ça peut peut-être être intéressant à un moment donné de changer de parcours, juste pour briser la routine. Les phases d'exercice. Dans le carnet, vous retrouvez tout ce que j'ai mentionné au niveau des 150 minutes d'exercice, hein, qu'on devrait retrouver dans la période, pas dans la période, mais dans la case violet, l'échauffement, la partie cardiovasculaire dans la partie plus moutarde, renforcement musculaire équilibre, partie bleue, et souplesse dans la partie verte. L'échauffement, on va justement se lever. Ceux qui sont capables de se lever, si vous voulez le faire en version assis, vous pouvez le faire en version assis, parce que dans le carnet que je vais vous remettre, qui est le carnet de compilation, vous retrouvez un exemplaire d'exercice d'échauffement, mais à chaque mois, vous retrouvez des exercices que vous pouvez faire à partir de votre chez-soi. Fait qu'on n'a pas besoin d'équipement, on n'a pas besoin d'adhérer à des choses qui sont très dispendieuses. On a du tout prêt. Tout ce que vous faites, vous lavez vite, c'est un exercice physique, là. Hein? Je fais du ménage. Tu sais, autrefois, on disait hey, faire du ménage, c'est pas un exercice physique. C'est sûr que si je prends toute la journée pour laver une fenêtre qui mesure 4 pieds carrés, peut-être que c'est pas si physique que ça, mais je mets au défi des gens de me suivre quand moi je fais mon ménage puis que je me dis il ne faut pas que ça prenne plus que tant de temps. Ma Fitbit est bien contente, elle la bonifie pas mal. Alors, on se lève debout, on va se dégourdir un peu. Ceux qui sont capables, ceux qui préfèrent le faire assis, vous pouvez le faire assis. Vous pouvez prendre votre petite gorgée d'eau avant pour bien vous hydrater. Alors, on y va pour le coup.
Là, nous, on va le faire 3-4 fois, mais à la maison, vous pouvez faire une dizaine de répétitions. Alors, on tourne le cou de droite à gauche. Puis là, je vous surveille. Là. Faites pas de grimaces à vos voisins, vos voisines. Ça va? C'est juste le cou, pas les épaules. On y va maintenant avec les épaules. On lève les épaules. Et 1. On en profite pour bien inspirer. 2. 3. Juste ça, ça enlève la tension au niveau des trapèzes. 4. 5. On va travailler un petit peu au niveau de la taille. On penche de côté. Et 2. Et 3. Ça fait du bien, hein? Ça dégourdit. 4. 5. Tout le long. 5. Ça va? On y va avec les poignets. On tourne dans un sens. Les deux poignets en même temps. 1, 2, 3, 4, 5. Vous pouvez garder le long du corps. C'est moins difficile pour les épaules. Dans l'autre sens, on dévisse. C'est 1, 2, 3, 4, 5. On vient prendre appui au dossier de notre chaise ou au niveau de la table. Bien important, tout le monde. Les deux mains. Et on va venir faire des rotations de cheville. Et 1, 2, 3, dans l'autre sens. Et 1, 2, 3, on change de côté, on s'est trompé. Et 1, 2, 3, non, talon haut, hein? Dans l'autre sens, c'est 1, 2, 3. On balance les hanches de côté. Et 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a qui aimeraient mieux le confort de leur maison. Un exercice un peu plus dynamique. À la fin d'un échauffement, on retrouve toujours des exercices qui vont faire monter notre fréquence. Donc, on essaye d'envoyer le talon aux fesses. C'est parti. On y va pendant une trentaine de secondes. Tous les exercices que vous allez retrouver là-dedans, comme je vous dis, vous pouvez les faire à la maison. Ça nécessite peu d'espace. Vous pourriez même le faire dans le garde-robe, mais je ne vous le conseille pas. C'est vraiment pas motivant. C'est étouffant, effectivement. C'est normal que ma fréquence augmente. Que j'aille plus chaud. On marche. On est parti. Saint-Prime, oh, il y en a qui sont rendus à Saint-Prime. Il y en a qui sont rendus à Roberval? Hey, on revient. Et le dernier exercice qu'on retrouve dans notre échauffement, un exercice d'équilibre. Donc, mets un appui au dossier de la chaise ou pas loin, bien important, de s'assurer d'être vraiment bien positionné. Et je lève une jambe, je tiens un. Si je suis capable de la laisser, 2. Et on redescend. L'autre côté. Plus facile quand je fais l'exercice d'équilibre si je fixe un point à la hauteur des yeux. Et 1, 2, 3. Ça, là, les exercices d'équilibre, on peut s'asseoir. Assis au milieu de notre chaise, les deux pieds bien ancrés au sol, pieds dégagés un peu. Et là, ce qu'on va faire, on va venir travailler nos obliques, on va tourner. Et 1, 2. Là, c'est pas juste le cou, c'est vraiment là où vous êtes supposé de sentir que c'est ici que ça travaille. 3. 4. 5. Ça, cet exercice-là, là, c'est pour vous aider là, quand vous allez à la messe, là, puis qu'il y en a qui arrivent en retard, vous tournez. Ou si vous avez des noces, regardez le marié ou le marié arrivé. Le prochain, on travaille les biceps. On peut le faire en version assis ou debout. À la maison, vous pourriez très bien prendre une bouteille d'eau pour avoir un poids d'exercice. Alors, on lève 1, 2. Si je le fais avec un poids d'exercice, je vais laisser sortir mon air quand je vais lever. On change de bras. Et 1. Voyez-vous que ça, on peut très bien le faire pendant une annonce. 2. Quand vous allez commencer, idéalement, commencer à main libre. Au bout de 2-3 semaines, vous pouvez ajouter des poids.
Par exemple, l'exercice du mois de janvier, biceps, j'y vais sans poids. Si j'ajoute, au bout de peut-être 2 semaines, je peux ajouter des poids. Normalement, on va savoir si mon poids est correct. Si, par exemple, je fais une quinzaine de répétitions, si les 3 derniers sont difficiles. Si vous avez l'impression que vous en feriez toute l'après-midi, le poids n'est pas suffisamment lourd. Si, par contre, vous avez l'impression qu'au bout de 2-3, c'est trop, il est trop lourd. Donc, les 2-3 derniers devraient être difficiles et pour une quinzaine de répétitions environ. N'oubliez pas, si vous prenez des poids, j'expire en montant et j'inspire en descendant pour éviter de faire monter la tension artérielle. Ouais. Regardez en passant un petit truc. Quand on ouvre un Moses de pot de conserve qui ne veut pas ouvrir, là, on a tendance à bloquer notre respiration. Si vous vous trompez, ce ne sera pas dramatique en soi parce que vous n'aurez quand même pas des gros poids. Mais quand on force après un pot de conserve qui est difficile, là, si vous vous placez devant un miroir, puis vous vous regardez, là, on force, vous allez venir rouge. Pourquoi? Parce que vous bloquez votre respiration. Si vous aviez l'appareil pour prendre votre tension artérielle monterait également. Fait que si vous avez de la difficulté avec votre peau, laissez sortir l'air, ça va vous aider aussi. Mais par exemple, si je lève le bras devant, je vais avoir tendance à gonfler, pas à dégonfler. Moi, j'utilise beaucoup gonfler, dégonfler parce que je trouve ça très visuel, un ballon, on le gonfle. Tandis que si je le fais avec un poids ou avec une bande élastique, je vais faire l'inverse. Parce que je force. Je pourrais très bien, par exemple, si je suis à main libre, le faire également. Ce qui est le plus dramatique, si, comme je vous dis, je me trompe, parce que quand on a eu vraiment une conférence aussi sur ça, sur la respiration, si je me trompe, étant donné qu'on ne travaille pas, comme j'ai dit, avec des charges excessives, on ne travaille pas en haltérophilie avec des poids extrêmes, c'est pas dramatique. Ce qui est dramatique, c'est de bloquer sa respiration, comme quand j'ouvre mon pot de conserve. Bien dramatique. Ce qui fait monter ma tension. On se relève debout. Ceux qui sont capables, on marche. On est parti. Pendant 30 secondes, on conseille 2 minutes, mais là, on va l'essayer 30 secondes. On y va à son rythme. Il y en a que ça va être juste soulever les talons, puis il y en a d'autres qui sont capables de monter plus haut. Fait que vous y allez selon votre rythme. Parce que si vous partez trop vite, c'est là que vous allez avoir tendance à dire « Oh, je vais aller me rasseoir, je suis trop fatigué. » Et c'est plus payant de partir moins vite, mais de se rendre au bout de nos 30 secondes. Un peu comme le lièvre et la tortue. La tortue s'est rendue, mais le lièvre il est obligé d'arrêter en cours de route. Et on vient se rasseoir. Dans chaque mois, vous avez 2 exercices musculaires, un exercice aérobique, un exercice d'étirement. L'exercice d'étirement, on y va avec les mains en l'air. Exercice d'étirement, il faut sentir que ça travaille, il ne faut pas que ça fasse mal. Et on maintient la position 15 secondes. On est donc parti les 2 bras dans les airs. Super. Ah, ça a fait passer un petit peu le déjeuner? Hein? Ça nous a redonné un petit peu de boost. Alors ça, on les a vus tout à l'heure. C'est des exercices qu'on vient d'essayer. Hein? Comme je vous ai dit, ça aussi. Oui, ça, je suis tombée aussi sur cette petite phrase-là il y a plusieurs années. Musculature renforcée, squelette préservé. Et qu'est-ce que ça veut dire? Si mes muscles font la tâche pour laquelle ils ont été conçus, les os ne travaillent pas en travail supplémentaire. Surtout si j'ai des problèmes articulaires. Si j'ai des problèmes articulaires, on s'entend que, puis comme par exemple l'arthrose, quand on a dit que mon cartilage était usé, si mes muscles ne sont pas forts, mes os, eux autres, vont travailler en temps double. On n'aime pas ça du temps double. Hein? C'est payant, en argent. Mais on entend beaucoup les infirmières qui disent qu'ils ne veulent plus faire de temps double parce qu'ils sont essoufflés. Bien, les os, ils viennent plus usés. Alors, quand ma musculature est adéquate,
Les eux autres, font leurs fonctions auxquelles ils ont été conçus, mais ne travaillent pas en temps double, donc jusent moins rapidement. Alors, les exercices, surtout les exercices d'étirement, tantôt je vous disais, ça enlève la tension musculaire, atténue la douleur, diminue le risque de blessures musculaires et articulaires, améliore la posture, l'équilibre, l'apport sanguin et nutriments au niveau des articulations. L'équilibre, petit conseil. Quand vous arrivez devant un comptoir, puis Dieu sait qu'au cours d'une journée, on arrive souvent devant un comptoir, placez vos mains sur le comptoir, si vous n'avez pas besoin, au-dessus du comptoir, 1, 2, 3. Si vous êtes capable de le faire plus longtemps, vous le faites plus longtemps. 1, 2, 3. Bien, si vous le pratiquez 5-6 fois par jour, vous allez voir que votre équilibre va s'améliorer grandement si vous avez du travail à faire avec ça. Si ce n'est pas le cas, vous allez maintenir votre équilibre, ce qui est payant également. Alors, le carnet de compilation, quand je vous disais un petit livre de recettes, vous allez retrouver les conseils, les positions de base qu'on doit prendre si je suis en version assise, version debout. Les premiers pas sont payants. Un peu le résumé de ce qu'on a vu aujourd'hui. Et si vous allez plus loin, à chaque mois, vous avez prescription d'exercice, comme je vous disais, 2 exercices musculaires, un aérobie, un étirement par mois. Et vous pouvez venir compiler à chaque jour qu'est-ce que j'ai fait. Des fois, c'est le fun d'avoir notre progression. Je me souviens qu'il y a quelques années, plusieurs années, il y a une quinzaine d'années, on avait fait justement un rassemblement Vie active à Roberval et on avait comme invité d'honneur M. Robert Cossette. Et il y avait quelqu'un qui lui avait posé une question. Comment il faisait pour rester motivé? À ce moment-là, il était âgé de 74 ans et il allait encore s'entraîner en Arizona pour pouvoir nager l'hiver en eau libre. Et il avait répondu à la dame, « C'est mon journal de bord. » Il inscrivait toutes ses progressions, tout ce qu'il faisait. Donc, d'inscrire qu'est-ce qu'on réussit à faire, inscrire qu'est-ce qu'on a réalisé au cours de la semaine, bien, ça nous permet de voir, « Hey, oui, cette semaine, j'en ai fait plus que je pensais. Oups! L'autre semaine, ouais, cette semaine, j'ai négligé un peu, il faudrait peut-être que je me reprenne. » Alors, c'est une belle façon, justement, comme je vous dis, là, de savoir où on s'en va. Il y a des petits conseils par rapport à ça, et vous en avez pour chaque mois. Donc, si à un moment donné, au cours du mois, vous êtes tanné, rien ne vous empêche d'aller piger dans un autre mois, parce que vous avez 48 exercices dans votre petit carnet d'exercices. Tantôt, je vous disais, en commençant, que nous étions presque à la fin. C'était probablement la dernière conférence que je donnais, cette conférence-là. On avait un défi régional, parce que lorsqu'on a lancé le carnet l'an passé, au mois de février, on avait un défi régional qui était de parcourir la distance qui sépare Saguenay-Lac-Saint-Jean à Tokyo. Tokyo, les prochaines villes hôtesses des Jeux olympiques, ça représente 10 141 kilomètres. Et c'est sûr qu'on ne demande pas à un individu de faire ça. C'est un défi collectif. Donc, si jamais vous voulez le faire, vous avez jusqu'au 15 février pour compiler toutes les minutes que vous faites d'exercice. Et quand on parle minutes d'exercice, ce n'est pas juste les exercices qui sont dans le carnet. Hein? Si vous faites le ménage, vous passez l'aspirateur, vous allez marcher, vous allez pelleter, c'est tous des exercices physiques. Alors, vous les compilez. Et nous, si vous nous le retournez à la toute fin du carnet, un coupon, et à la fin février, nous, on va compiler toutes les minutes, on va les convertir en kilomètres, et là, on va voir si au niveau régional, on a réussi à se rendre à Tokyo. Et on a également 2 prix de 100 $ qu'on fait tirer parmi tous les gens qui vont nous retourner le coupon. Dans votre petit, même si le défi termine en février, rien ne vous empêche de vous fixer vos propres défis aussi. Si au mois de janvier, je dis, moi, je vais peut-être augmenter de 20 minutes de faire d'exercice, ou je vais aller prendre 2 fois 10 minutes de marche dans ma semaine, vous le marquez. Est-ce que vous avez réussi votre objectif, on voit à la toute fin, oui ou non, et à chaque mois, vous vous êtes appelé à vous fixer vous-même votre objectif. On a également conçu des exercices de mobilisation pour les tamalous. Ceux qui ont des problèmes articulaires. De façon à ce que si vous avez un problème articulaire, que ce soit au niveau, on en a pour le cou, épaule, poignet, doigt, dos, hanche, genou, cheville. C'est quasiment une comptine de passe-partout que je dis là. On a des exercices qui vous permettent de regagner de la mobilité. On en a 7, mais je ne peux pas vous donner les 7.
Choisissez les tamalous. J'ose espérer que vous ayez pas mal à tout ce que j'ai dit. Normalement, on en remet 3, gros max 4. Les carnets, comme je vous dis, vous pouvez en prendre 1 puis 2 si vous voulez, pour quelqu'un. Ceux-là, par contre, je les remets uniquement aux gens qui sont présents à la conférence. Bien, écoutez, je vous remercie. J'espère que je vous ai donné le goût de rester actif ou de devenir actif si ce n'est pas le cas. Alors, merci. La QDR a fait beaucoup de pression pour la gratuité du vaccin du Zona. À l'Assemblée nationale, vous faites sur l'ordinateur pétition pour la gratuité du Zona à l'Assemblée nationale. Vous allez arriver dessus. Puis signer la pétition, c'est important parce que la QDR milite beaucoup pour la gratuité de ce vaccin-là. Puis on le sait que ceux qui l'ont eu, ils ne veulent pas l'avoir une deuxième fois. Là. On pourrait passer Mme Francine pour nous parler de Minute Cerveau. En 2020, je vous invite à continuer de travailler votre cerveau pour le garder en forme et jeune. Je vais vous en donner une couple aujourd'hui que je vais vous inviter à faire dans le prochain mois. En vous levant le matin, ça, c'est un exercice qui s'imprime dans votre cerveau puis qui modifie votre façon de voir les choses à la longue. Il faut le pratiquer beaucoup, là. Première chose que vous faites quand vous vous réveillez le matin, vous souriez. C'est tout, vous n'avez pas besoin de parler. Faites juste sourire. Vous allez voir qu'à la longue, ça va vous amener, vous allez être plus heureux, puis vous allez voir, ça va influencer votre journée positivement. Ensuite de ça, un autre exercice que je vous demanderais de faire, c'est 1 fois par semaine, prenez une demi-heure, puis faites quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Trouvez-vous une activité. Si vous n'êtes pas habitué de marcher, allez prendre une marche. Si vous êtes toujours en ville, vous n'allez pas en campagne, allez faire un petit tour en campagne. Faites une chose par semaine, ça veut dire 4 dans le prochain mois, là. Une chose par semaine pendant 30 minutes que vous n'êtes pas habitué de faire. Oui, si vous n'êtes pas habitué de venir parler au micro, je vous invite, là, vous pourrez venir parler. Une demi-heure, c'est peut-être mieux d'avoir un bon sujet. Pratiquez ça, ça va vous aider.